bonsoir à tous. Merci à Vincent Carré, merci au Winterland, merci à tout le monde, à vous tous d'être là. Vous avez vu que ma laisse est un petit peu courte, donc ça va inévitablement limiter mes effets de scène. Je suis quand même très heureux d'être là, même si une fois de plus, on me demande d'inaugurer quelque chose. Pourtant, je commence à me dire qu'à mon âge, qu'il y a un âge moyen, c'est pour ça sans doute que je m'intéresse au Moyen-Âge. Je voudrais cesser d'inaugurer pour simplement recommencer. Recommencer, c'est le mot de base de notre philosophie aujourd'hui. S'il y a un monde à réinventer d'une certaine manière, il est sans doute déjà là, il est devant nos yeux. Et la question, au fond, c'est de savoir si ce qui est là, ce qui est encourageant, ce qui est vivifiant, ce qui est déterminant, au fond, pour ouvrir notre avenir, si nous sommes à la bonne distance pour le voir apparaître. Peut-être, au fond, le monde dont on rêve, si tant est, effectivement, qu'on admet l'idée qui sans doute nous est commune, que nous pouvons avoir en partage, que passer une nuit des idées ensemble, ça veut dire d'abord ne pas se contenter du monde tel qu'il est. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en rêver un autre, ou est-ce que ça veut dire au contraire, c'est pas d'ailleurs le contraire, mais c'est plutôt une autre manière de dire, que ce qui peut s'inventer est en fait déjà là et qu'on voit toujours trop tard, ce qui est d'une certaine manière une des leçons de l'histoire qui pourtant en délivre si peu. On voit toujours trop tard ces gisements d'énergie, d'inventivité qui sont devant nous et qui en fait méritent d'être relevés. Je disais que l'idée qu'il ne fallait pas inaugurer, refonder, mais recommencer, c'est une idée qui est très chère, notamment à quelqu'un que je dois saluer ici fraternellement, c'est Mathieu Pot-Bonneville, grâce à qui effectivement s'ouvre cette seconde édition de la Nuit des Idées. J'avais eu vraiment le plaisir de participer à la première au Quai d'Orsay et vous voyez comment aujourd'hui celle-là, celle de cette année, se développe, s'étoile en une constellation qui est d'abord très impressionnante sur le plan mondial, puisque je vous rappelle qu'il y a 40 lieux dans le monde qui aujourd'hui s'ouvrent à cette manifestation. Et la question qui se pose, puisqu'il s'agit de construire un monde commun, la question qui se pose, c'est de savoir si, au fond, il sera suffisant de s'étoiler, c'est-à-dire ce qui est une bonne expression pour une nuit des idées, que chacun sur place fasse ce qu'il a à faire du mieux qu'il peut, ce qui est au fond notre morale politique, je dirais, minimale et provisoire, de faire commune là où on est, de se rassembler, de construire des politiques de l'amitié et à partir de ces groupes constitués, commencer à élargir l'audience. C'est cette question de la constellation qui évidemment crée de la discontinuité et c'est pour ça que je salue à distance Mathieu Pot-Bonneville qui, avant d'être l'organisateur infatigable de notre manifestation, est un philosophe spécialiste de Michel Foucault qui est évidemment un maître en discontinuité. Si je suis heureux d'être là cette année au Moulin Rouge, c'est peut-être parce que du rouge dont nous a tout à l'heure si bien parlé Michel Pastoureau, que je salue respectueusement et amicalement, au fond il y a deux manières de voir rouge. On voit rouge parce qu'on est en colère et qu'on a un tempérament guerrier et qu'on est combatif et qu'on veut aller de l'avant et qu'on a effectivement une énergie du soulèvement, ou on voit rouge pour des raisons érotiques, hédonistes, de plaisir, de satisfaction. Et évidemment, le Moulin Rouge est l'un et l'autre. Je me souviens du moulin de Valmy, j'habite quai de Valmy, et donc par conséquent, on voit bien que sans aller justement penser avec Don Quichotte que se battre contre les moulins est une illusion nécessaire, on voit bien comment le rouge est à la fois une couleur de la guerre et de l'amour. Il se trouve que
je viens vers vous assez soulevé moi aussi parce que je suis en train, dans différents médias, de défendre un livre que je n'ai pas écrit. Et rien n'est plus heureux pour moi que de défendre au fond une avancée collective. C'est un livre qui s'appelle l'Histoire mondiale de la France et dont je suis assez fier précisément parce que je l'ai lu, je ne l'ai pas écrit comme disait Borges, je laisse à d'autres le soin d'être fiers des livres qu'ils ont lus. Moi, je suis fier des livres, d'un livre qu'ils ont écrit, mais je suis fier des livres que j'ai lus. Bon, c'est un livre que nous avons voulu, au fond, mu par un principe de plaisir. Et les quelques détracteurs que nous avons et qui s'expriment de manière assez bruyante nous opposent un acte de guerre. C'est-à-dire que ce que nous avons vu comme une manière ample de créer un nous qui respire mieux, simplement parce qu'on en avait envie, que ça nous semblait effectivement plus vivable, eh bien, on nous oppose cette idée de la guerre. Et ça me paraît assez étrange. Vous savez, c'est... Alors là encore, cette alliance entre la guerre et l'amour n'est pas pour nous surprendre. C'est dans les liaisons dangereuses que, je crois que c'est la lettre 153, qui est la plus brève de l'histoire du roman épistolaire. Valmont demande à Madame de Merteuil de s'offrir à lui, ou alors, lui dit-il, ce sera entre nous la guerre. Et la lettre 153 des liaisons dangereuses, c'est « eh bien, la guerre ». Alors, sommes-nous en guerre? C'est bien ça qui nous importe. Et c'est de là, au fond, que vient notre hantise. Je me souviens, puisque nous parlons effectivement de cette question de l'énergie, de la création, de la scène, de l'art. Je me souviens du moment où Wajdi Mouawad était artiste associé à Avignon, et la saison en Avignon pour le théâtre doit se donner un slogan. Le slogan précédent, c'était « Nous sommes en guerre », 2008. Et le sien, celui qu'il avait choisi, c'est « Nous sommes en manque ». Je crois que nous sommes en manque des mots pour dire la guerre qui vient, c'est-à-dire la crainte d'une guerre civile. Et la question qui m'importe en tant que je suis historien, que je tente de l'être, ou plus précisément que je travaille à le devenir, parce que c'est jamais fini, parce que c'est toujours devant nous, parce que l'histoire est à venir. La question que je me pose, au fond, c'est celle que, lorsqu'on m'a demandé un titre, il y a quelques jours, hier peut-être ou avant-hier, j'ai dit, comme ça, l'histoire n'est pas désespérée. Au fond, l'histoire, la discipline, mais aussi notre condition historique, on comprend beaucoup mieux et on est, à mon avis, plus efficace si on pense d'emblée, comme Nietzsche, dans la seconde considération intempestive, que d'abord, elle encombre nos vies. Que d'abord, le passé, eh bien, il ne passe pas, il nous pèse sur l'estomac, et que ceux qui veulent faire profession de le ramener dans notre présent doivent se justifier d'encombrer nos vies de choses qui ne sont plus. Donc, c'est pas de droit divin qu'on doit s'intéresser à l'histoire. Au contraire, ça doit être justifié parce que, au départ, il y a ce que Nietzsche appelle l'inutilité des études d'histoire pour la vie. Alors pourquoi, malgré tout, je pense que c'est intéressant et que l'histoire peut être un art d'émancipation. C'était un coup de fil, un titre, l'histoire n'est pas désespérante. Bon, puis après je réfléchis, et d'abord je me dis, mais pourquoi j'ai eu cette idée? Alors, en fait, comme souvent, ça vient d'une lecture d'enfance, enfin, d'adolescence, enfin, de jeunesse. Du temps où j'étais étudiant, un des livres qui m'avait beaucoup marqué, c'est un livre de Gérard Gingembre sur la contre-révolution qui s'appelait « L'histoire désespérante ». La contre-révolution, disait-il, c'est une tautologie, c'est-à-dire ça ramène au fond l'histoire à un bégaiement continu du même. Vous savez, Michel Foucault, j'en parlais tout à l'heure, lorsque on lui avait demandé dans la première édition de l'histoire
de la sexualité, de faire un 4e de couverture. Il en avait marre d'écrire des argumentaires. Il avait dit, mettez ce vers de René Char, l'histoire des hommes et succession de synonymes d'un même vocable, point, y contrevenir est un devoir. L'histoire est une synonymie. L'histoire bégaye, l'histoire sur place est au fond tautologique. Et tous ceux qui disent la France c'est la France, la guerre c'est la guerre, tous ceux qui ont au fond un discours politique tautologique veulent nous maintenir sur place. Et ce que montrait Gérard Jean-Jean, c'est que d'une certaine manière la contre-révolution c'était ça. C'était d'une certaine manière affirmer que le même est le même contre l'autre qui demeure l'autre au moment même où il y a eu une révolution, c'est-à-dire où nous sommes devenus autres. Le même est devenu autre. Il a été, comment on pourrait dire? J'ai pas envie de dire nous sommes atterrés. J'ai envie de dire nous sommes altérés. Mais altérés pas au sens diminué ou abîmé, mais simplement au sens de devenu autre, par le mouvement même de la vie. Et ne pas le voir, ne pas l'admettre, ne pas le reconnaître, c'est avoir un arrangement avec le monde qui est, comme le dit Achille Mbembe, dans ce livre magnifique qui s'appelle Politique de l'amitié, vouloir tenir pour rien ce qui n'est pas soi-même. Alors, d'une certaine manière, je dirais qu'à partir de cette position tautologique, l'histoire serait désespérante si elle répétait, si elle bégayait toujours les mêmes identités, si elle ne voyait pas, si elle n'était pas la science du changement social, comme le dit Marc Bloch, c'est-à-dire la capacité de faire du neuf avec de l'ancien, d'accepter effectivement une transformation qui soit vécue comme une altération, mais pas comme une dégradation, et de saisir, au fond, la capacité des sociétés, d'une certaine manière, à se transformer. Cette embarrassante et lancinante sentiment, dynamique du surplace, au fond, les contre-révolutionnaires, d'une certaine manière, ont voulu l'armer contre, justement, le changement. Je pense à Chateaubriand. Toujours intéressant de lire Chateaubriand, parce que, voilà, c'est un grand esprit réactionnaire qui écrivait dans les mémoires d'outre-tombe qu'il avait vécu, au fond, qu'il avait traversé le fleuve entre deux époques et qu'il voyait la rive depuis l'autre et qu'il s'était fait effectivement balloter par l'histoire. Pour, au fond, justement, être contre-révolutionnaire, en 1797, il écrit un essai sur les révolutions. Et cet essai sur les révolutions, il dit une chose, il dit ce que vous lisez dans les journaux à chaque fois que quelque chose se passe, par exemple les révolutions arabes, il dit qu'en fait la révolution n'a pas eu lieu. Et pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu? Parce qu'elle a répété, au fond, les recettes du passé. J'ai quand même énormément travaillé, donc j'ai des notes, je vais quand même vous en lire un petit peu. Voilà ce que Chateaubriand écrit dans la première préface de 1797, si je le retrouve, elle se donne à lire effectivement comme la répétition du même, et en comparant les révolutions du passé, nous arrivons à cette proposition. Déjà, nous possédons cette importante vérité que l'homme, faible dans ses moyens et dans son génie, ne fait que se répéter sans cesse. Au fond, il n'y a pas d'expérience nouvelle, il n'y a que des hommes nouveaux qui refont sans cesse les mêmes expériences. Et voilà ce qui est démobilisateur dans l'histoire contre-révolutionnaire, qui compare les révolutions pour démotiver ceux qui veulent le faire. C'est d'ailleurs très exactement ce qu'il dit plus loin dans sa préface,
Mais quel fruit tirer de cette observation pour la Révolution française? Un très grand, un homme bien persuadé qu'il n'y a rien de nouveau en histoire, perd le goût des innovations, goût que je regarde comme un des plus grands fléaux qui affligent l'Europe dans ce moment. Seulement, la bonne nouvelle, parce qu'à 19h22, il faut quand même que je l'annonce, la bonne nouvelle, c'est que même un réactionnaire peut changer, peut s'altérer, peut se fatiguer, ou en tout cas se laisser persuader par le mouvement de l'histoire. Parce que Chateaubriand peut dire ce qu'on veut, mais il était intelligent, très intelligent, et porté au fond par l'énergie même de son écriture. Et il y a quelque chose de très beau, c'est qu'en 1826, donc 30 ans plus tard, il réécrit une seconde préface à l'essai sur la Révolution. Il l'écrit, il recommence. Et penser, c'est toujours penser contre soi-même. Penser contre ce qu'on a pensé et, d'une certaine manière, agir en conséquence. Et voilà ce qu'il écrit. Au fond, c'est un bel aveu. Au fond, voilà, je lis. Il survenait une révolution qui mettait toutes mes comparaisons en défaut. J'écrivais sur un vaisseau pendant une tempête et je prétendais peindre comme des objets fixes les rives fugitives qui passaient et s'abîmaient le long du bord. Ça veut dire qu'il admet que ce qu'il avait vu, cru comme un éternel retour n'était en fait que la manifestation de ce qu'il ne voulait pas voir, mais ce qui, une fois qu'il l'avait vu, il ne pouvait pas faire qu'il ne l'ait pas vu, c'est-à-dire la nouveauté en histoire. Et c'est ça qui me paraît tout à fait fascinant, c'est l'idée, au fond, qu'il y a quelque chose, puisqu'on parlait du rouge, de très séduisant à s'inscrire dans une histoire désespérante. C'est désespérant et donc très séduisant. Toute idée du déclin est une idée qui attire irrémédiablement par une sorte de dandysme de l'apocalypse. Et aujourd'hui, que l'idée de progrès est complètement compromise dans notre société et qu'il s'agirait de la réarmer. Quand je dis compromis, c'est compromis dans les deux sens du terme. Compromis du site, c'est compromis, ça veut dire c'est mal barré, et compromis, ça veut dire il y a eu tant de compromission avec l'idée de progrès, on l'a fait payer, en tout cas le progrès économique et social de l'Europe, de tant de méfaits dans le monde, qu'on ne voit pas trop, effectivement, comment on pourrait la retrouver telle qu'elle. Mais on voit aussi en même temps qu'il y a quelque chose d'absurde dans le fait de s'ancrer dans une évidence têtue, obstinée, je dirais, sur place, que, évidemment, le monde va à sa perte. Et moi, j'ai un fils de 19 ans, il est aussi solidement sûr de vivre moins bien que je vis, que mon père était sûr de vivre mieux que son propre père. Et là, il y a quelque chose qui doit quand même nous interroger, cette forme de dandysme de la décadence. Il a une histoire. Voyez par exemple comment Oswald Spengler, l'auteur du déclin de l'Occident, qu'il avait commencé à écrire en 1912, qu'il achève en 1922, eh bien, écrit le déclin de l'Occident, qui est au fond une histoire désespérante où l'Occident ne fait qu'obéir à ce que son nom même lui destine, puisqu'Occident, ça veut dire pays du soleil couchant, Maghreb en arabe, c'est-à-dire inévitablement pays du déclin. Donc dire que l'Occident est en déclin, c'est une tautologie, c'est-à-dire, au fond, nous ne sommes rien d'autre qu'un même qui s'identifie au même. Et ce livre a été un succès foudroyant de librairie, précisément parce que ce qu'on aime dans cette histoire, c'est qu'elle a
l'allure d'une histoire qui cavale vite, qui prend de vitesse les scrupules embarrassés des historiens et qui s'impose avec une force de séduction inentamée en 1936. C'est-à-dire l'année de la mort de Spengler, qui, mort misérable à Munich, alors qu'il a vu effectivement donc s'installer un régime nazi qu'il n'a pas souhaité sans doute, mais qu'il a quand même grandement favorisé en écrivant un livre qui exalte le sang et le sol. Donc mort très triste. Il y a un article très intéressant de Lucien Febvre dans les Annales qui intéresse à mon avis, qui nous intéresse, parce que, d'une certaine manière, le prophétisme décadentiste, c'est vraiment l'idéologie dominante. Et voilà ce qu'il dit de, justement, cette sombre attirance qu'on a pour l'histoire désespérante. Car enfin, c'est Lucien Febvre qui parle, et je m'arrêterai là, car enfin, participer à l'essor d'une civilisation qui monte, bien. Vivre les jours d'un déclin, mieux. Et placer devant le trépas, l'accepter virilement, soit qu'il vienne, belle attitude romantique, on se sait gré à soi-même de l'adopter. Héroïsme, virilité, crâne assurance d'être soi-même contre les autres. Vous voyez au fond tout ce sentiment, ce ressentiment, devrais-je dire, qui poisse notre contemporanéité. Et on comprend bien à saisir effectivement la sombre attirance de l'histoire désespérante, combien travailler à y contrevenir est un enjeu essentiel pour aujourd'hui, que ça ne peut être qu'un enjeu collectif, qu'il y faut de l'inventivité parce que c'est là la pente naturelle, la plus forte pente de l'esprit, et que, au fond, pour retrouver effectivement une énergie d'invention de ce que vous appeliez le monde commun ou l'autre monde, cette énergie d'invention, elle est tout entière d'observation, d'attention au réel. C'est déjà là, c'est sous nos yeux, c'est ensemble, c'est ici, c'est maintenant, c'est aux endroits où nous sommes, mais ça ne se voit pas, mais ça ne parle pas assez haut, mais ça n'est pas assez présent, ça n'apparaît pas avec suffisamment d'énergie, mais ce n'est pas ailleurs que là où ça doit être. Et c'est cela l'histoire. C'est en cela qu'elle n'est pas désespérante. C'est pas parce que à cette décadence fatale, elle opposerait une fatalité du progrès. C'est que parce qu'elle montre qu'à chaque moment du devenir humain s'ouvre un possible. Qu'à chaque moment de l'histoire des hommes s'invente une promesse. Que beaucoup de ces promesses ne sont pas tenues. Que certains de ces futurs ne sont pas advenus. Mais qu'il nous appartient collectivement de les relever. De les relever. Et le soulèvement, c'est juste la relève d'une promesse non tenue. Et l'histoire est pleine de ces promesses non tenues. Il suffit d'y aller voir. Il suffit d'y retrouver des ressources d'énergie. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver ce pari de la discontinuité. C'est comme ça qu'on peut recommencer. Mais pour ce faire, eh bien vous le comprenez, pour ce faire, il faut une énergie qui est une énergie de l'attention, de la prévention, d'un peu de tact, d'un peu de prévenance, et au fond d'une description du réel qui, au fond, ne pose pas à ce qu'on n'aime pas des beaux principes, mais la réalité des pratiques sociales. Donc, d'une certaine manière, voilà, d'où la nature qui n'est pas encyclopédique, mais qui est, en tout cas, je dirais, comment on dirait, joyeusement polyphonique de ce qui nous rassemble. Et c'est pour ça que cette nuit étoilée, cette nuit des constellations, cette nuit de ces promesses que l'on tentera de relever,
elle ne fait que commencer. Voilà, je vous remercie de votre attention.